Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, signature d'un partenariat sur le développement des fuguiers de Barbarie. Et en Congo, l'état d'urgence humanitaire a été déclaré après des inondations. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, 2023 a été pour la République de Djibouti une année de mobilisation en faveur de la paix dans la région, entre médiation des belligérants soudanais ou encore le rapprochement entre la Somalie et le Somaliland. La diplomatie djiboutienne traditionnelle tournée vers la paix continue d'œuvrer dans ce sens. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a intensifié ses actions en faveur de la pacification de la région, devenant ainsi encore une fois l'homme du dialogue et du consensus. Dans ce reportage, nous vous proposons de revenir sur les grandes initiatives du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour la paix et la sécurité à Djibouti et dans la région, avec un accent particulier sur l'année qui vient de s'achever. Reportage. Dans une région souvent secouée par des conflits, la République de Djibouti reste aujourd'hui un îlot de paix, une référence, un exemple qui constitue une source de fierté pour les Djiboutiens. Cette paix si chère, notre pays l'a acquis au nom de l'amour de la patrie, du désir intrinsèque de tout un chacun d'aller de l'avant en faisant de nos différends une page de l'histoire qui nous encourage à faire don de soi pour l'intérêt suprême de la nation. Derrière ces valeurs, un homme et une vision, le président Ismaël Omar Guelleh, qui, avant même son accession à la magistrature suprême, a joué un rôle déterminant dans la réconciliation entre le FRUD, le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, et le gouvernement. La paix des braves est aujourd'hui gravée dans le marbre. Ainsi, une fois élu à la tête du pays, le président Ismaël Omar Guelleh cherchera toujours à renforcer cette paix qu'il érigera comme un leitmotiv quotidien. Les accords de réforme et de concorde civile signés en mai 2001 entre le FRUD et le gouvernement vont dans cette droite ligne, faisant de l'unité nationale et de la cohésion sociale le socle d'une politique désormais tournée vers la lutte contre un adversaire commun, la pauvreté. Dès les débuts, la vision de paix du président Guelleh dépassait nos frontières. Instaurer une paix à l'intérieur alors que la région est en proie à des conflits n'est pas une solution viable. Conscient de cette réalité, en septembre 1999, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, va d'abord appeler la communauté internationale à prendre ses responsabilités face au sort terrible de la Somalie, meurtrie par près d'une décennie de guerre civile. Facilité par sa connaissance approfondie de la région et de ses peuples, le chef de l'État djiboutien va très vite joindre la parole à l'acte et montrer au monde entier que le cas de la Somalie n'est pas sans espoir. En mai 2000, il va appeler les Somaliens à se réunir. La conférence d'Arta sera alors un tournant décisif. L'attachement du président Ismaël Omar Guelleh à la reconstruction de la Somalie prendra toute son ampleur, à tel point que les Somaliens eux-mêmes seront fortement touchés par cette affection, cette volonté sans faille à les aider à oublier les périodes douloureuses de leur passé et à s'engager pour l'avenir de leur nation. Résultat, la conférence d'Arta permettra d'élaborer une charte intérimaire considérée comme la pierre angulaire de la reconstruction de la Somalie et de jeter les bases démocratiques et institutionnelles. Toutes ces dernières années, le président Guelleh restera au cœur des différentes rencontres qui vont suivre en faveur de la Somalie. En plus de la participation de Djibouti à la mission de paix à travers l'AMISOM ou actuellement l'ATMIS, le président Guelleh, grâce aux relations privilégiées qu'il entretient avec les leaders régionaux, réussira à chaque fois à mobiliser la région sur les questions liées à ce pays frère, comme ici lors des différents sommets de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie.
Fort de son expérience et fin stratège de la médiation, écouté avec patience et intérêt, sans parti pris, sont des qualités dignes d'un grand chef d'État. Des qualités qui lui ont permis notamment il y a quelques jours d'amener la Somalie et le Somaliland non pas de venir simplement à la table des discussions, mais de repartir avec des éléments tangibles. Une avancée majeure qui s'est exprimée avec la signature sous la houlette du président Guelleh d'un accord de bonne entente et de coopération en présence des présidents de la Somalie et du Somaliland. Et dans le cadre de cet accord de Djibouti, les deux parties ont convenu d'une feuille de route pour des négociations ainsi que sur une collaboration en matière de sécurité, de respect des accords précédents, de lutte contre les groupes armés et se sont engagés à travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans les zones de conflit. Les précédentes séries de pourparlers entre les deux parties ont eu lieu de manière intermittente entre 2012 et 2020, mais n'avaient abouti à aucun progrès. C'est donc encore une victoire pour Djibouti, mais surtout pour la Somalie et le Somaliland qui, avec cet accord, viennent de franchir une étape importante parce que décisive pour la suite des pourparlers afin que les peuples prennent en main leur avenir commun. Le rôle central du numéro 1 djiboutien dans sa diplomatie active en faveur de la promotion de la paix à l'échelle régionale se manifeste non seulement en tant qu'homme d'État djiboutien, mais aussi à travers les organisations régionales comme l'IGAD, grâce à son leadership reconnu qui valorise la paix, l'unité et la compréhension mutuelle. Le 14e sommet ordinaire de l'organisation qui s'est tenu à Djibouti en juin 2023 en est une parfaite illustration. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD a insisté auprès de ses hôtes que sa présidence portera toute son énergie à la réconciliation intersudanaise. Le Soudan, en proie à un conflit interne depuis avril 2023, a vu sa situation se détériorer rapidement, provoquant des pertes de vies humaines et des déplacements massifs. Pour inverser ces tendances, le président Guelleh a appelé ses pairs à persévérer dans la recherche d'idées novatrices et de résultats tangibles pour le Soudan. Le 41e sommet extraordinaire de l'IGAD du 9 décembre dernier à Djibouti s'est ainsi focalisé essentiellement sur la situation au Soudan afin de propulser ce pays frère à renouer avec la paix, la stabilité et la concorde nationale. Le président djiboutien, président en exercice de l'IGAD, a appelé les belligérants à un cessez-le-feu rapide, condition préalable pour entreprendre un processus viable de restauration d'espoir et de paix au Soudan. Grâce à son leadership, outre l'accord sur le cessez-le-feu, les protagonistes de la crise soudanaise ont accepté le principe de se rencontrer. Cette médiation, acceptée sous l'égide de la présidence tournante du chef de l'État djiboutien, a fait honneur à l'IGAD et confirme encore une fois le rôle incontournable du président Guelleh dans la recherche des solutions pacifiques aux conflits dans la région. Le chef de l'État, qui est en contact permanent, devrait aboutir par une prochaine rencontre entre les deux protagonistes. Avec une diplomatie résolument tournée vers la paix, le président Ismaël Omar Guelleh aura marqué son époque. L'histoire se rappellera aussi de lui comme un pacificateur, un homme de dialogue, comme l'homme de paix. La paix ici et ailleurs. Direction l'Assemblée nationale où la Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui pour examiner le projet de loi numéro 60 de l'année 2023 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers du Palais du Peuple l'exercice 2022. Cette réunion, présidée par l'honorable Chalmak Moussaré, s'est tenue avec la participation de M. Almis Mohamed Abdillahi, secrétaire général du gouvernement, du directeur général et de l'agent comptable au dit établissement. Au terme de leur examen et un dialogue engagé en ce sens, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers pour adoption lors de la séance publique prochaine.
Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guidi, et le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Awale, qui ont reçu aujourd'hui ensemble au cabinet du ministère de l'Énergie une importante délégation conduite par du docteur ingénieur Sultan Weli Ahmed, ministre d'État auprès du ministère de l'eau et de l'énergie de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, qui effectue une visite de travail de plusieurs jours dans notre pays. L'entrevue s'est tenue en présence du directeur général de l'EDD, M. Jam Ali Guelleh, du secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Kilawaïs, et du conseil technique du ministre de l'Énergie, Mahdi Wabri Hassan. Au centre des échanges entre les deux parties, les relations d'amitié et de coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'eau, parmi les sujets abordés par les deux parties, notons le projet de mise en place de la seconde ligne d'interconnexion électrique entre Djibouti et l'Éthiopie, la résolution des problèmes inhérents et l'utilisation de la première ligne d'interconnexion électrique entre les deux pays, l'utilisation par la société éthiopienne d'énergie électrique du port multipurpose d'Oralé pour le transport des équipements et des matériels relatifs à la mise en place en Éthiopie du parc éolien d'Asella et le projet transfrontalier d'adduction d'approvisionnement d'eau potable entre l'Éthiopie et Djibouti, notamment en ce qui concerne l'électrification du réseau et des puits. Les deux ministres djiboutiens et le ministre éthiopien n'ont pas manqué par ailleurs d'identifier ensemble des domaines potentiels d'intérêt mutuel pour les deux pays dans le secteur de l'énergie et de l'eau, et c'est dans le cadre d'une coopération fructueuse, gagnant-gagnant, et pour le plus grand bénéfice de nos populations respectives. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où dans le cadre du projet PIGIR, cofinancé par le FIDA et le gouvernement de Djibouti, une importante signature de convention s'est tenue ce matin entre le ministère de l'Agriculture et l'association Paris. Cette convention établit un partenariat entre le PIGIR et Paris pour introduire plus de 15 000 pieds de figuier de Barbarie dans 15 localités réparties sur 3 régions distinctes, à savoir Tedjoura, Dikil et Obok. L'objectif principal est d'améliorer la pratique pastorale et de renforcer la résilience des pasteurs nomades. Le but spécifique de cette collaboration inclut la plantation de 15 000 raquettes de figuiers de Barbarie dans les 15 localités ciblées, contribuant ainsi à l'amélioration des méthodes pastorales, à la diversification des ressources locales et à la formation des sensibilisations des bénéfices directs de la culture des figuiers de Barbarie, en mettant l'accent sur les avantages socio-économiques, environnementaux, comme une culture durable. Cette convention s'aligne parfaitement avec la vision de Djibouti 2035 du président de la République, son Excellence Ismaël Mekele, une réponse concrète, intégrée contre l'insécurité alimentaire, tout en contribuant de manière significative à la lutte contre les impacts du changement climatique. Et bien, dans son intervention, M. Ismaël Mohamed, président de l'association Paris, a remercié le ministère de la Culture pour ce partenariat entre PIGIR et Paris pour l'implantation de ces 15 000 pieds de figuier de Barbarie. Écoutons-le. Je me réjouis de la signature de cette convention pour l'introduction du figuier et des barbaries dans 15 localités de nos régions. C'est un partenaire exemplaire gagnant entre l'association Paris et l'unité du projet BEGIR. Quand les produits et les compétences existent au niveau national, c'est important de s'appuyer sur les compétences locales et de favoriser les productions locales, plutôt que de les importer. Nous remercions le secrétaire général Ibrahim Ilmi et le directeur de l'unité du projet BEGIR de nous avoir fait confiance pour mener cette importante mission d'introduction du figuier des Barbaries en collaboration avec l'équipe du projet BEGIR. Grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir, dans les jours à venir, lancer la caravane du figuier des Barbaries, un événement itinérant dans le but de promouvoir la culture et l'utilisation du figuier des Barbaries dans les différentes localités pour les plus grands bénéfices des agro-pastoraux. Merci à tout votre dévouement, merci à votre passion et merci pour votre soutien. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Ibrahim Ilmi Mohamed, a indiqué dans son intervention l'objectif de ce partenariat qui est de lutter contre l'insécurité alimentaire et les impacts du changement climatique. Nous sommes aujourd'hui réunis à une cérémonie de signature d'une convention entre
les projets PIGIR. Les projets PIGIR est un projet cofinancé par les Fonds internationaux de développement agricole, les FIDA, et le gouvernement de Djibouti, et l'association Bari, et pour le développement et la plantation de 15 000 figuiers de Barbarie. Donc, dans le cadre de ce projet des PIGIR, il est prévu de planter 15 000 plantes de figuiers de Barbarie, bien équipés et bien adaptés au climat aride de notre pays. Cette initiative entre dans la droite ligne de la lutte contre le changement climatique et l'insécurité alimentaire. L'objectif principal de cette convention est de donner les moyens nécessaires à la coopérative ou à l'association Bari pour permettre de planter dans les différentes localités que le projet PIGIR intervient 15 000 plantes et qui seront couverts pour financement par les projets PIGIR. Les figuiers de Barbarie est une plante à multiples recettes, comme vous le savez, et qui répond aux problématiques du changement climatique qui affectent lourdement la vie de nos populations agro-pastorales. Les travaux de plantation seront réalisés en collaboration avec l'association Paris. L'association Paris, comme vous le savez, est spécialiste dans la promotion de l'agro-pastoralisme pour la résilience inclusive et qui est spécialiste dans la région, notamment dans la région d'Adelou. Dans cette démarche des projets de cette convention, il est prévu aussi, parallèlement à cette plantation d'arbres, il est prévu la formation de nos agro-pasteurs dans le cadre de cette convention. Donc nous aussi, dans le cadre de nos projets et dans nos différents projets de développement du secteur primaire qu'on a dans toutes les régions du pays, on va essayer d'étendre, là c'est uniquement 15 000 plantes qu'on va planter dans l'ensemble du pays, mais quand on voit que ce projet sera un succès, on va étendre dans toutes les zones du projet, parmi toutes les zones où le ministère de l'Agriculture intervient. Alors que le changement climatique continue de faire rage, le figuier de Barbarie a été qualifié d'or vert et de nourriture du futur. De plus, elle peut aider à lutter contre le changement climatique en absorbant du carbone, car les figuiers de Barbarie font sensation en raison de leur capacité à s'adapter et à prospérer dans des conditions extrêmes. Reportage. Djibouti n'est pas épargné par le changement climatique qui se manifeste par des sécheresses récurrentes sévères qui détruisent la biodiversité et déciment les bétails. Les nomades ne trouvent pas d'autre alternative que la voie de l'exode devant cette tragédie. Mais ce qui suscite espoir au milieu de ce problème climatique, c'est de voir, sous l'impulsion d'EVA, la société civile djiboutienne déterminée à se battre aux côtés du gouvernement en s'alignant sur la vision 2035 du président de la République Ismaël Omar Guelleh, à trouver des solutions face à ces phénomènes climatiques qui risquent de s'aggraver dans l'avenir selon les prévisions scientifiques. Le premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya illustre très bien l'urgence que l'Afrique doit jouer un rôle significatif dans les solutions au changement climatique et sortir de ce rôle de victime. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé à ce sommet africain sur le changement climatique à la tête d'une importante délégation comprenant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Djibouti a réussi à relever beaucoup de défis dans la lutte contre le changement climatique, en particulier dans le domaine de la transition vers des énergies renouvelables. Ce projet des énergies renouvelables s'inscrit dans la vision 2035 de faire de Djibouti le premier pays africain à utiliser 100% les énergies vertes d'ici 2035. Or, la société civile veut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle la 11e édition du tournoi interrégional de l'amitié à Adeilou, organisé par EVA 15 au 19 août, ne se résumait pas aux événements sportifs et socioculturels, mais était aussi riche en activités associatives, de sensibilisation, d'échange de bonnes pratiques sur la protection de l'environnement. Paris Association pour la promotion de l'agro-civilvo-pastoralisme et de la résilience inclusive nous a donc particulièrement
attirer. En effet, l'association Paris, qui avait fait un choix judicieux de faire d'une pierre deux coups, d'organiser le lancement en immersion sur les sites du projet Figuier de Barbarie et profiter de l'événement d'envergure sportif et socioculturel afin de toucher des milliers de visiteurs et d'acteurs au développement de nos 5 régions, et ce, au-delà du bassin versant de Waema. Le lancement en immersion s'est déroulé en 3 phases. Une immersion vente des produits agricoles en collaboration avec les coopératives de Waema, de Fenaitou, Girouri, Adoula, Asselou, Asagela et Adelou. Un atelier en salle avec projection sur les figuiers de Barbarie, suivi d'échanges, des visites de terrain ont été organisées sur les sites du projet de développement du figuier de Barbarie. Tout au long de ce lancement en immersion du projet sur le figuier de Barbarie, les vertus et les opportunités offertes par cette plante ont été apportées à la connaissance des participants. Dans le domaine environnemental, ce fruit peut également servir d'engrais fertilisant naturel dans les périmètres agricoles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, elle est riche en vitamine C et aussi riche en fibres et en eau. Dans le domaine de la cosmétique, elle présente des opportunités entrepreneuriales pour la fabrication de savons, shampoings, lotions hydratantes et même de l'huile. Enfin, dans le domaine de la santé, elle a comme rôle l'hypoglycémiant, c'est-à-dire contribuer à diminuer le diabète et aussi contribuer à diminuer le mauvais cholestérol. Rappelons que le projet d'introduction du figuier de Barbarie porté par l'association Paris est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. Mise en œuvre en République de Djibouti avec les partenaires tels que l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, et l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes. À l'issue du lancement du projet qui a eu lieu en immersion 3 phases successives sur le figuier de Barbarie, les participants ont bien saisi que cette plante, tout en rendant des services considérables à l'environnement, présente sans aucun doute des opportunités à exploiter à court, moyen et à long terme pour contribuer à la réduction de l'exode rural. S'avère une chance pour le développement de l'entrepreneuriat rural, création de filières génératrices de revenus et d'emplois, un atout incontestable pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Direction le sud du pays où la caravane du numérique a fait escale à Dikil, marquant le lancement de l'édition spéciale axée sur les régions de l'intérieur dans le but de renforcer l'inclusion territoriale des STEAMs, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, organisée par les centres de technologie de l'information et du développement en collaboration avec ses partenaires, notamment le ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation, le CLE, le PNUD, la Banque mondiale et le MENFOP. Cet événement a bénéficié du soutien enthousiaste des autorités locales de Dikil, notamment la préfecture et le conseil régional. L'étape de Dikil, point de départ de l'édition spéciale région de la caravane du numérique qui constitue une salle de formation digitale itinérante qui a permis d'accueillir près de 49 jeunes participants. Au total, 24 filles, 25 garçons. L'événement a rassemblé des élèves dont 25 lycéens, 22 collégiens ainsi que 2 enfants de l'école maternelle. Ces jeunes esprits curieux ont plongé dans un programme de formation diversifié comprenant la programmation en Java, l'initiation de la robotique et la réalité virtuelle ainsi que l'utilisation du Scratch, spécialement conçu pour les plus adolescents et les jeunes. L'objectif Code for Youth ne se limite pas à la semaine de formation intensive. Les participants auront l'opportunité de poursuivre leur apprentissage. Après les Scratch, comment taper sur un ordinateur, on a appris comment un robot peut ramasser des choses lourdes, on a appris que des enfants peuvent fabriquer des robots, on a appris beaucoup de choses à la caravane de numérique. Je remercie tous ceux qui ont fabriqué la caravane de numérique parce qu'on apprend beaucoup de choses. On peut apprendre beaucoup de choses. J'ai appris les Scratch, comment taper sur un ordinateur et quand je serai grande, je serai une informaticienne. Eh bien, le programme Code for Youth a dit qu'il s'inscrit comme un modèle exemplaire de collaboration dans le secteur public, les organisations privées et la société civile pour promouvoir l'éducation numérique. Il a démontré que l'investissement dans les jeunesses et la technologie est essentiel pour préparer la prochaine génération à relever les défis du monde moderne. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Nous voici aujourd'hui au terme de la formation qui a démarré le 30 décembre. Nous avons démarré cette caravane expressément ici à Dikil parce que c'est la
région de l'Unité. Donc, nous sommes ici au terme, comme je disais, de cette formation qui a permis de former une quarantaine d'adolescents et de jeunes issus des collèges et des lycées de la ville de Dikil sur des programmes spécifiques donc liés à tout ce qui est numérique, notamment le coding, les initiations à la robotique et la réalité virtuelle. Donc ce sont des programmes qui, j'espère, ont permis à chacune et chacun ici présent de pouvoir être initiés. C'est une première étape pour les mettre en immersion dans les domaines du futur, pour les préparer au métier du futur très vite, très tôt, dès le collège, très jeunes. Nous avons des jeunes de 12 ans, 10 ans, ça nous réjouit, des jeunes filles, des garçons. Bref, je pense que pour la région, ça va être un impact non négligeable qui, Inch'Allah, j'espère, le lendemain, ils pourront en tout cas se chercher des vocations dans le numérique, dans les compétences du numérique, pour porter, comme je l'ai dit souvent, essayer de trouver des solutions grâce à la technologie, à l'innovation et au numérique. Parce que le numérique et la technologie ne sont pas une finalité, ce sont des moyens pour répondre à des défis structurels qui touchent leur environnement. Donc je pense que cette formation initiatique a permis à ces jeunes de pouvoir trouver leur voie. Et j'espère qu'on les retrouvera, Inch'Allah, très vite avec, on va dire, déjà dans le lycée pour ceux qui sont au collège et à l'université et surtout dans l'estime pour que Djibouti puisse profiter de leur talent. Je pense que ce sont des programmes structurants qui permettent à une jeunesse de pouvoir s'émanciper, d'être une force de création plutôt que des forces de destruction. Je pense que c'est important. Le numérique a cette facilité, ces atouts, de leur permettre de, comme ils disent les Anglais, thinking out of the box, de penser autrement, trouver très vite des solutions, d'être dans une spirale positive. Et Inch'Allah, la caravane du numérique, début de la semaine prochaine, va poser ses bagages à Arta. Dans l'actualité internationale, continentale, régionale, le paludisme sévit au Kenya. L'Afrique de l'Est en proie à des conditions climatiques improbables et le combat contre l'une des principales causes de mortalité dans la zone, selon l'OMS, n'est pas gagné. À 76 ans, Wilson Moutai a récemment perdu son ami à des suites à des pathologies. L'agriculture, homme d'affaires totalement résigné, et le changement climatique oblige les organismes de recherche à faire front commun afin de trouver une solution face aux différentes causes de maladies. Le rapport 2023 de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique qu'environ 249 millions de cas de paludisme dans le monde, soit plus de 16 millions de plus qu'avant le Covid-19. En 2021, l'OMS a approuvé le premier vaccin contre le paludisme, dans ce qu'elle a décrit comme un effort historique visant à mettre fin aux ravages que la maladie transmise par les moustiques fait peser sur l'Afrique, qui abrite la plupart de 200 millions de cas, 400 000 décès estimés dans le monde. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a également approuvé un deuxième vaccin contre le paludisme appelé le R21 Matrix. Les chercheurs estiment que le vaccin à 3 doses est efficace à plus de 75% et que la protection contre le paludisme est maintenue pendant au moins un an supplémentaire, avec un rappel. Les deux vaccins devraient être déployés dans plusieurs pays africains en 2024. On reste toujours en Afrique, où le Congo, comme je vous le disais, a déclaré un état d'urgence humanitaire. Le gouvernement a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence estimé à 2,410 milliards de francs CFA pour apporter l'aide aux sinistrés de venir à bout des dégâts causés par ces inondations dans plusieurs départements. La décision a été saluée par la société civile, mais sur le terrain, les populations veulent des actions. Au total, plus de 360 villages et 36 quartiers ont été inondés sur toute l'étendue du territoire, affectant plus de 320 000 personnes, dont 17 morts, 6 disparus. L'ampleur du phénomène inquiète les urbanistes qui en appellent à la responsabilité collective. Et aux États-Unis, Mme Nadia Mohamed a été élue maire de Saint-Louis Park, faisant d'elle la première maire noire de la ville depuis 170 ans. La première maire somalienne américaine du Minnesota, le deuxième maire somalienne connue dans l'histoire des États-Unis. Nadia Mohamed a obtenu 58% des voix contre Dale Anderson, un banquier à la retraite. En tant que maire, je veux m'assurer que les gens se voient reflétés dans nos politiques, a-t-elle déclaré. Rappelons que Nadia, sa famille a émigré au Kenya après la guerre civile en Somalie et elle a vécu dans le camp des réfugiés de Kakuma jusqu'à l'âge de 10 ans.
Puis elle a immigré à Saint-Louis-Park aux États-Unis et a grandi dans le district scolaire de Saint-Louis-Park. En 2020, Nadia Mohamed a pris ses fonctions au conseil municipal à seulement 23 ans, faisant d'elle la plus jeune personne à avoir jamais siégé au conseil municipal de Saint-Louis-Park. La population de la ville est à 80% blanche. La nouvelle maire a centré sa campagne sur l'augmentation de l'accession à la propriété et sur la police communautaire. Nadia Mohamed est proche d'un autre éminent élu somalien, la sénateur d'État Zainab Mohamed, qui a félicité Nadia Mohamed, affirmant qu'ils étaient les meilleurs amis depuis la 6e année. Zainab Mohamed a été parmi les premières femmes noires élues au Sénat de l'État en 2022. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.